Bienvenue pour cette chronique consacrée à la protection animale et tout particulièrement au mouvement politique Les Patriotes, présidé par monsieur Florian Philippot, les Patriotes face à la protection animale. Je reçois aujourd'hui dans cette chronique, dans cette émission, si je puis dire, Madame Claude Desquignon, référente des Patriotes de l'Ille-et-Vilaine, référente protection animale pour le pôle d'expertise. Bienvenue à toi, Claude. Bonjour Eric, bonjour à tous les amis des animaux et à toutes les personnes conscientes de l'importance de l'enjeu que représente la lutte contre toutes les maltraitances animales. Merci Claude d'intervenir dans cette émission consacrée à la protection animale. Nous allons parler ensemble du respect des grands équilibres, puisque c'est le titre que nous allons développer ensemble, et tout particulièrement grâce à toi, dans cette chronique. Alors, mon expérience sur la protection animale, en fait, je l'ai acquise pendant des années de bénévolat pour la SPA du pays de Saint-Malo, où j'étais enquêtrice d'abord pour contrôler les maltraitances. Les gens appellent, dénoncent des cas de maltraitance et on intervient pour faire une enquête, exactement comme une enquête de police. Et dans le même temps, j'ai également été enquêtrice pour la Fondation Bardot, ce qui nous a permis déjà d'avoir la carte de la Fondation Bardot. C'était intéressant parce que nous sommes beaucoup mieux pris en compte par la gendarmerie et la police avec cette carte. Ils savent, les professionnels, que lorsqu'il y a vraiment un cas de maltraitance, ils appellent Paris, ils ont des juristes, donc c'est sérieux. Et ça nous a vraiment beaucoup aidé, même dans le cadre de la SPA. Donc nous avons fait beaucoup d'enquêtes parce qu'on a jumelé les appels qui venaient à la SPA de Saint-Malo et les appels que moi je recevais directement de Paris et qui quelquefois se rejoignaient, mais ils étaient quelquefois différents. Oui, on peut dire que le nom de Bardot appuie pas mal de… Oui, la fondation est connue quand même pour faire du travail très sérieux. Et puis aussi, il y a le côté presse. Hein. Ils savent qu'on a éventuellement moyen de faire venir la presse. Et donc, à ce moment-là, on nous écoute un peu. Et moi, je sais que quand j'appelais la police et la gendarmerie, il y avait déjà tout un dossier qui était prêt. Et j'avais déjà mâché beaucoup le travail. Voilà. D'accord. Et donc, pour mon titre, le respect des grands équilibres, alors c'est d'abord, c'est un équilibre toujours entre les humains et le monde animal. Et la protection animale est vaste, elle touche divers univers, divers milieux. C'est une grande cause, mais c'est aussi une cause émotionnelle et qu'il faut pourtant traiter de manière très rationnelle si on veut que les actions soient efficaces et se passent dans la bienveillance pour ne pas occasionner des déséquilibres. Alors, je vais en donner un exemple. Il y a tous les déséquilibres économiques, relationnels, structurels. Par exemple, il y a eu une grande avancée qui a été faite récemment sur les animaux sauvages qui tend à ce qu'on ne puisse plus exploiter les animaux sauvages du tout. Il faut donner du temps au cirque, par exemple, de s'organiser pour trouver d'autres solutions, d'autres moyens de gagner leur vie. Et donc, ça, c'est prévu pour fin 2028 avec donc une interdiction totale d'exploitation des animaux sauvages. Alors, il y a des gens qui ne sont pas contents et qui trouvent que ça devrait se faire tout de suite, mais ça n'est pas possible. C'est une question, en fait, d'équilibre. Voilà. C'est pour ça que je tenais à expliquer le titre que j'ai donné à cette conférence. Oui, cette rencontre, voilà. Cette conférence, cette chronique. Et donc, nous allons commencer par un sujet pas très drôle parce que c'est dans un univers assez impitoyable, les animaux d'élevage destinés à la nourriture et les abattoirs. D'accord. Voilà, je vais d'abord évoquer les violences faites aux animaux d'élevage, donc principalement dans les grands élevages industriels, sur leur lieu de vie, durant les transports parfois très longs qui leur sont imposés pour aller à la mise à mort, et pour les traitements sans ménagement qui leur sont souvent réservés dans les abattoirs. Alors, les infractions par rapport à la législation européenne, c'est bien la législation européenne qui est en cours donc en France, la durée
par exemple, du transport ne doit pas excéder 12 heures en France et 8 heures dans le cas d'un passage de frontière. Les chauffeurs et accompagnateurs doivent avoir un certificat d'aptitude donné par une formation complète, certifiée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et eh bien, il y a une association qui s'appelle L214 qui est très, très active et très utile. Et ils font des actions spectaculaires avec des vidéos prouvant eh bien qu'il y a de nombreux manquements au règlement. Et les associations demandent également que les exportations d'animaux vivants soient interdites en dehors de l'Union européenne. Parce que alors là, ça va vraiment, c'est des heures et des heures de transport dans des conditions absolument épouvantables. Arrivés à l'abattoir, les animaux sont mis dans un espace d'hébergement qui doit se passer dans des conditions de calme, dans des structures en matériaux qui ne puissent pas les blesser, avec de l'eau à volonté et de la nourriture si le temps doit être long. Pendant ce moment-là, ils ont la visite de vétérinaires. Il y a ce qu'on appelle antémortem, une visite antémortem pour vérifier leur état de santé et vérifier également que les choses se passent dans le bon respect de la réglementation. Et il y a des audits et des contrôles. La plupart des abattoirs sont conformes aux exigences de la réglementation européenne. Par contre, il y a des problèmes au niveau du règlement interne. Il doit y avoir, ça c'est depuis 2013, l'obligation d'avoir un salarié appelé RPA, c'est responsable protection animale, qui doit intervenir à tous les niveaux, hébergement, étourdissement et mise à mort, pour que tout se passe dans des conditions de maximum de bien-être, si on peut appeler ça comme ça, pour les animaux. Mais ces gens, ils sont salariés de leur entreprise, de l'établissement. Donc, ils subissent des pressions, semble-t-il, pour aller plus vite. Il y a des cadences assez infernales et ainsi de suite, surtout leurs autres collègues. Donc, les manquements se feraient un petit peu à ce niveau-là. En 2018, il y avait eu des nouvelles lois pour essayer de renforcer la sécurité pour les animaux dans les abattoirs, mais notamment avec une vidéosurveillance. Et les vidéosurveillances, eh bien, en fait, la loi, elle existe, mais les vidéos, il n'y en a pas. Il semble qu'il y ait à peu près 3 abattoirs avec des vidéos de surveillance, et il y a 265 abattoirs de boucherie et 669 pour les volailles et les lapins. Et il y a eu des vidéos d'achetées, mais elles ont été utilisées pour surveiller les parkings et les entrées des abattoirs, peut-être de peur qu'il y ait des associations qui viennent y mettre leur nez. Ouais. Mais en fait, les abatteurs professionnels n'en voient pas l'intérêt. Et les syndicats de salariés non plus, parce qu'ils ont peur du flicage. Ça peut se comprendre. C'est déjà pas très drôle de travailler dans ce genre d'établissement. Mais là, effectivement, avec une vidéo, je comprends qu'ils n'aient pas envie. Mais il faudra un jour sortir de cette situation. Alors, je pense que ça passera quand même par l'acceptation qu'il y ait des vidéos un petit peu partout. Et puis aussi, peut-être, une amélioration dans les cadences. Ça, c'est un gros problème qui restera certainement très, très longtemps, étant donné qu'il y a de plus en plus de pression sur les élevages industriels et puis de pression aussi sur les éleveurs qui essaient de travailler de manière honnête. Donc, là, ça devient, c'est là que se situe le plus de maltraitance, en fin de compte. Alors, il y a une petite lueur d'espoir quand même, parce qu'il se crée de nouvelles structures. Alors, il y a des éleveurs qui veulent rester des éleveurs qui travaillent dans des conditions normales, et qui ne veulent pas faire d'élevage intensif. Ils privilégient la qualité de vie de leurs animaux et par-delà même la qualité de la viande qu'on va manger. Ils organisent des circuits courts avec un système itinérant d'abattoirs en camion qui viennent jusque dans les exploitations et évitent ainsi les maltraitances par blessure et état de stress.
Alors ça, c'est très intéressant parce que ces infrastructures mobiles viennent jusque donc vraiment dans l'exploitation. L'éleveur peut amener ses animaux jusque vraiment la porte où là, ils ont l'étourdissement. Et ça, c'est obligatoire, hein, l'étourdissement, hormis effectivement quelques dérogations pour des raisons de culte. Hein. Ça c'est un problème aussi récurrent. Mais donc là, pas trop de stress. Et ces camions sont également équipés pour s'occuper par la suite des carcasses et donc dans le respect de la réglementation sanitaire, en fait. Hein. Bon, voilà. Alors, l'idée, c'est de réduire aussi les coûts dus aux intermédiaires. Et seulement, évidemment, les grands industriels de l'abattage voient ça d'un mauvais œil. Donc, il y a du freinage parce qu'ils ne font pas cette concurrence. Et je pense que c'est un milieu assez difficile. Donc, et il y a aussi d'autres associations alors, de protection animale qui freinent un peu. Ce sont les associations véganes et antispécistes parce qu'elles pensent qu'il ne faut pas chercher à améliorer en fait la mise à mort des animaux et les conditions d'élevage, il faut arriver carrément à supprimer La viande. en fait, ça n'est pas possible. On va pas. On n'en est pas encore là. On ne va pas accepter de ne plus manger de viande. Mais c'est un frein, c'est aussi un frein au développement de ces petites structures qui font quand même que on arrive à avoir de la qualité de vie pour le bétail, ou les volailles et les lapins, ou bien, voilà, et aussi la qualité de viande bien supérieure. Bon, si je peux intervenir, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a déjà une dynamique vers un mieux-être pour les animaux. Oui, et il y a également, enfin, il y a beaucoup de vidéos hein, sur ce sujet sur Internet. J'en donne d'ailleurs les liens, j'en donnerai les liens le jour de la conférence. Et qui sont très intéressantes à voir. Hein. Bon, moi, je ne décris pas hein, les spectacles et je ne tiens pas à faire passer d'images parce que ça fait peur, ça sert à rien en fin de compte. Moi, j'ai vu sur le terrain des choses dures et j'évite quand je vois passer les images sur les réseaux. Vraiment, je les zappe parce qu'on se fait du mal pour rien. C'est pas la peine. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Il faut agir, mais… Certes, ça peut faire électrochoc, mais c'est pas forcément bénéfique. Quoi. Il faut le savoir, c'est bien que les associations fassent du travail comme ça, parce qu'ils y vont fort et ils ont raison, et il faut le faire. Mais bien bon, je pense que c'est aussi, on peut en parler comme ça, sans précisément montrer des images. Bon, en tout cas, ce n'est pas le but de notre rendez-vous. Non. Aujourd'hui, je fais une synthèse de ce qu'est la protection animale en France. Donc, voilà. Alors, pour en revenir à notre sujet du bétail et de la viande, pour défendre la qualité de vie de nos animaux et la nôtre, eh bien, il faudrait retrouver notre souveraineté. Donc, voilà, un mot pour cela, Frexit. Voilà. Je voulais en arriver là, voilà. mais c'est vrai que ce serait vraiment une bonne chose. Donc, nous entamons maintenant avec un deuxième volet très important. Il s'agit de l'expérimentation animale. Vaste sujet et vraiment terrible. Oui, alors le recours aux animaux pour la recherche ne se justifie que s'il existe des bénéfices évidents pour la santé humaine et animale. Ça, c'est même le laboratoire Sanofi qui tient ces propos et s'est engagé à respecter et même à aller au-delà de la réglementation et des standards concernant l'utilisation des animaux pour des expériences scientifiques et à développer des méthodes alternatives. Cependant, aujourd'hui encore, il faut savoir qu'aucun médicament, sauf certains vaccins, parce que je pense que là, nous avons pris la place des animaux récemment, ne peut être développé sans être au préalable testé sur les animaux de laboratoire. Les chercheurs doivent prendre en compte les exigences de l'essai clinique et les exigences du bien-être animal, ça va de soi.
Cependant, je pense qu'ils les font souffrir quand même. Le personnel des laboratoires doit être compétent et formé au bien-être animal. Le choix des espèces animales doit se faire parmi celles susceptibles de moins ressentir la douleur, la souffrance, l'angoisse et de subir des dommages durables. Alors là, justement, il y a une race de chiens, les beagles, qui payent un lourd tribut à cette expérimentation animale, parce que ce sont des chiens gentils qui se laissent faire. Hein, donc, et il y a des gens qui arrivent, ça j'ai regardé quand même, parce que j'étais sur le sujet, qui arrivent à les adopter après. Mais les pauvres bêtes, c'est absolument terrible. Hein, il y en a qui sont tétanisés. Je ne suis pas sûre qu'ils arrivent à revivre vraiment normalement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez pénible. Il y a les singes. Oui, alors justement, là, j'ai les pourcentages. Un pourcentage sur les animaux. Je vais le lire hein, parce que évidemment, je ne le sais pas par cœur. Alors, les souris, c'est 59,6%. Hein. Le poisson, 16%, les rats, 8,9%, lapins, 6%, poulet, 2,9%, cochon d'Inde, 2,3%, des oiseaux, 0,7%, les chiens, alors 0,2%. Effectivement, il y a quand même moins de chiens utilisés. Les primates non humains, alors ils appellent ça comme ça, ce sont les petits singes en fait, hein, parce que les grands singes n'ont plus le droit de les utiliser. Alors les primates non humains, les macaques, 0,18%. Les chats, il y en a en tout 1067, c'est-à-dire un tout petit pourcentage. Enfin, il y en a quand même. Hein, voilà. Ouais. Alors, l'expérimentation sur les grands singes, gorilles, chimpanzés, bonobos, orang-outans est interdite. Et donc, parmi les animaux utilisés, 22% ont un génotype volontairement modifié, lequel est dommageable pour un animal sur 10, dont 88% des souris. Donc, c'est vrai qu'on leur fait quand même beaucoup de mal. Hein. Toi qui t'es intéressé au sujet, hein, donc est-ce qu'il y a de l'expérimentation animale également pour les produits de beauté? Pour les produits de beauté? Ah oui, alors justement, je vais y venir. Ah d'accord, tu vois, oui. les grands esprits se rencontrent. Oui, ça, tout à fait, c'est interdit en fait, hein, maintenant d'utiliser des animaux pour tester les produits cosmétiques. Donc, alors, il y a une petite nuance parce qu'il y a dans certaines crèmes, par exemple, il y a une molécule qui est achetée ailleurs, en dehors du laboratoire de cosmétiques, et qui, elle, peut éventuellement avoir été testée sur les animaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a des marques de crème qui n'arrivent pas à avoir tout à fait le label non testé sur les animaux. Mais ils n'ont plus le droit, en tant que laboratoire cosmétique, de faire des expériences sur les animaux. Là oui, tu m'as devancé, c'est très bien. Je te prie de m'excuser. Selon la Fondation Brigitte Bardot, aucune espèce n'est épargnée. Hein, et l'expérimentation sur les animaux est contestable, tant sur le plan scientifique, parce qu'ils sont quand même, maintenant, on arrive à beaucoup s'en passer, que sur le plan éthique. Alors, la Fondation soutient des méthodes substitutives. Ça, c'est intéressant et ça, je ne le savais pas précisément. Il y avait un programme, il existe toujours, il est terminé maintenant depuis longtemps, qui s'appelle Valitox, piloté par le comité scientifique Pro-Anima. Et le frein au développement de ces méthodes de recherche, de méthodes alternatives, en fait, il vient de la lourdeur du processus de validation, parce que tout est centralisé à l'ECVAM, Centre de validation européen, qui met des années avant de donner un avis sur une nouvelle méthode. Et le programme Valitox, par exemple, basé sur des tests pratiqués sur les cellules humaines, n'a toujours pas été validé 10 ans après. Voilà. Donc, parmi d'autres pistes, il y a aussi la reconnaissance du droit d'objection de conscience de l'expérimentation animale qui existe en Italie et aux Pays-Bas. Ce sont des deux pays qui sont spécifiés. Les Pays-Bas sont très, très portés sur la protection animale. Hein. Peut-être pas plus que nous maintenant parce qu'on y vient, mais ils étaient, disons, précurseurs. Hein.
En Europe, les animaux sont utilisés pour les études de biologie fondamentale, la recherche et le développement de la médecine humaine, vétérinaire et dentisterie. La production de contrôle des produits de médecine humaine, vétérinaire et dentisterie, les essais toxicologiques et substances chimiques, et un large éventail d'autres utilisations de type virologie, traitement oncologique, recherche et développement pharmaceutique, génétique, essais d'association de médicaments, etc. Alors donc là, en fait, les cosmétiques, puisqu'on en a déjà parlé, c'est depuis le 11 mars 2013 qu'il y a eu l'interdiction de mise sur le marché de produits cosmétiques testés sur les animaux. Je pense qu'en tant que parti politique, il est bon de se positionner en faveur du développement des méthodes alternatives. Enfin, ce sera vraiment un truc important pour l'avenir. Ce sera une grande avancée, parce que c'est quand même assez difficile d'imaginer qu'on torture des animaux. Ce n'est pas pour le plaisir, hein, bien sûr, hein, ça va de soi, mais quand même pour notre bien-être à nous. Donc, je pense que là, c'est vraiment une grande question d'équilibre, hein, parce que là, pour nous, on fait souffrir des animaux. Donc, je pense qu'il faudra vraiment mettre toute notre énergie à faire le forcing pour que les méthodes alternatives soient utilisées et que ce ne soit pas ralenti par le lobby pharmaceutique en plus. Voilà ce que j'avais à dire sur l'expérimentation animale. Donc, aller vers la fin de l'expérimentation sur les animaux et la recherche à fond des méthodes alternatives. Alternatives, puisqu'il y en a. Il y en a. Oui, il y en a. Très bien. Nous allons aborder maintenant un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, n'est-ce pas, Claude? La chasse et la corrida. Tout à fait. Sujet délicat s'il en est. Alors, on va commencer par la chasse. Allons-y. Pour la chasse, il ne s'agit pas de demander qu'il y ait plus que la chasse soit interdite. Hein. Il faut être raisonnable, donc être raisonnable. Et voilà. Il y a des choses quand même à revoir et il faudra légiférer. Notamment, il y a une absence de contrôle de l'État, de la santé des chasseurs et de leurs armes également. 90% des accidents de chasse sont dus à des manquements aux règles de sécurité. Alors, quand tu parles je suis obligé d'intervenir. Tu parles de santé des chasseurs? Oui, la santé des chasseurs, oui. Il semble qu'il y a des petits problèmes au sujet de leur santé. C'est-à-dire que tu peux être complètement… si je prends, par exemple, donne un fusil à Biden et envoie-le à la chasse et il ne saura pas sur qui tirer. Donc, voilà, je pense que tu peux ta carte de chasse, tu l'as pour toute ta vie et tu peux être complètement gaga et tu vas quand même aller avec un fusil chasser. Donc, voilà, absence de contrôle de l'état de santé des chasseurs. Voilà, ça c'est clair. C'est ce que demandent beaucoup de gens, et pas seulement des gens de protection animale. Hein, voilà. Tout à fait. Il faudra renforcer également la réglementation concernant l'alcoolémie, parce qu'il n'y a jamais de contrôle, aucun contrôle obligatoire sur les chasseurs, aucun contrôle comme ça, des gens qui débarquent et qui contrôlent, non, il n'y en a pas. Bon, alors je pense qu'on est dangereux au volant si on a bu, on est dangereux aussi si on a un fusil dans les mains. Oui, mais il fait froid en forêt, il fait humide. Et il faut revoir l'état de conservation des espèces chassables. Discuter de la disponibilité pour tous de la forêt le dimanche. Alors au moins, je ne sais pas, on pourrait avoir l'idée d'un partage du domaine public et faire un dimanche sur 2. Et voilà, par exemple, chacun fera un effort vis-à-vis de l'autre. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que tu vois, moi, j'ai un enfant en bas âge, enfin en bas âge, j'exagère, il a 11 ans. Oui, il a grandi quand même, il a grandi. Mais néanmoins, nous sommes allés aux champignons cette année. Évidemment, ça tirait dans tous les coins, tu vois. Ah oui, donc, on ne s'est pas éternisé, je vais te dire. Hein. On ne s'est vraiment pas éternisé, on a eu peur. Oui, moi, quand j'habitais à la campagne, j'étais du bon côté, parce qu'il n'y avait pas de champ devant ni derrière chez moi, mais les gens qui étaient de l'autre côté de la rue, ils avaient quand même les chasseurs dans le fond de leur jardin, quoi. Hein, ça passait, on entendait les chiens qui aboyaient. Bon, voilà, c'est vrai que, bon, c'est pas très agréable.
tout est question d'équilibre. Il faut trouver un équilibre entre les chasseurs et puis le plaisir, entre guillemets, qu'ils ont à la chasse et notre plaisir à nous d'aller nous balader en forêt, effectivement, sans risquer de prendre du plomb, parce qu'il y a quand même pas mal d'accidents récents. Donc, c'est vrai que ça n'a pas l'air de… Alors, en fait, il y a aussi, quand même, malgré tout, il faut en parler, un lobby de la chasse, donc un lobby des chasseurs, on va dire. On n'a pas aimé le lobby pharmaceutique. Je pense qu'il ne faut pas aimer non plus le lobby des chasseurs. Aucun lobby n'est acceptable. Donc, d'ailleurs, il y a un petit truc assez amusant, c'est que Zemmour, quand il s'est présenté, un petit peu avant, Brigitte Bardot, on avait parfois elle est maladroite et elle prend des positions qu'elle ne devrait pas prendre. Elle fait des fois tort à sa fondation. Et donc elle s'est emballée pour Zemmour. Elle en avait dit le plus grand bien. Et puis Zemmour, il a carrément s'est mis à genoux devant le lobby des chasseurs et il s'est mis même à être odieux. Il y a eu une phrase où il parlait que les gens qui protégeaient les animaux, ils protégeaient Bambi. Enfin, c'est bien foutu de la part des gens de protection animale. Ben, c'est à ce moment-là, c'est pas à cause de ça peut-être, mais enfin, ça lui a pas porté chance parce que juste à ce moment-là, il a commencé à baisser dans les sondages. Et Brigitte Bardot s'est mise en colère. Brigitte Bardot, évidemment, elle a trouvé que c'était un traître. Et bon, après s'être autant emballée pour lui, elle en a dit le plus grand mal par la suite, quoi. Bon, c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours avoir une relation mesurée, des réactions mesurées. Alors, ce que je proposerais justement, c'est une table ronde entre patriotes, avec des adhérents militants qui soient chasseurs et non chasseurs. Et on verra ce qui peut ressortir de cette table ronde. Voilà. Je crois que là, ce serait intéressant parce que moi, je ne suis pas dans une famille de chasseurs, donc je dois dire que je ne connais pas beaucoup. Donc, j'aurais plutôt tendance, moi, à être gênée par les filles comme toi dans les balades en forêt. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne demande pas non plus qu'on arrête la chasse. Je pense qu'en toute chose, il faut être raisonnable. Il faut trouver l'équilibre entre les chasseurs et les non-chasseurs. Donc ça, je proposerais, je trouve que ce serait intéressant qu'on fasse au sein des patriotes une table ronde sur ce sujet. Ouais, déjà la sécurité, la sécurité. Oui, la sécurité en premier lieu. Oui, voilà. Bien sûr. Et puis, il faut légiférer, il faudra légiférer. Oui, voilà. Et trouver des améliorations pour tout le monde, de toute façon. Alors, pour le deuxième sujet, je ne proposerai pas de table ronde, la corrida, parce que voilà, alors je ne m'y connais pas beaucoup non plus en tant que Bretonne, mais je ne suis pas pour du tout, quoi. Moi non plus, tu sais, de ma culture. Ouais. Moi, je suis d'origine du Sud, voilà. Je le dis, et pourtant j'habite la Bretagne, j'adore la Bretagne. Oui, c'est vrai, on l'oublie un peu ça, que tu es du Sud. Oui, je suis du Sud, et puis du Sud, c'est-à-dire je suis natif de Fréjus, pour tout vous dire, Forum Julie, le marché de César, Fréjus et Césarène. Donc j'aime autant vous dire que les corridas, je connais. J'ai assisté à des corridas étant enfant, ne me demandez pas mon avis, la famille allait à les corridas comme on va au supermarché, ou voir une attraction quelconque, et on emmenait les enfants. J'étais tout gamin et j'ai vu des corridas, j'ai vu ce massacre. C'est un massacre en règle, c'est de la souffrance, véritablement de la souffrance, et puis en spectacle. Ça gicle de partout, l'animal il souffre, la foule elle est en je sais pas, en transe. C'est du grand et du n'importe quoi. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de culturel là-dedans, d'autant plus que la corrida n'a rien de culturel chez nous en France. Voilà. Voilà, je vois que tu es d'une aide précieuse sur ce sujet. Voilà, oui, je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis renseigné parce que même dans le sud, chez moi, certains disent oui, mais chez nous, c'est traditionnel. Ah bon, c'est traditionnel? Bon, on va faire des recherches. Et maintenant, grâce à Internet, pour celui qui veut se renseigner, il peut se renseigner. Puis qu'on arrête avec ces corridas, c'est horrible. C'est horrible. C'est l'Espagne, oui. Et nous avons, alors je pense que de toute façon, ce ne sera pas la peine dans les temps qui viennent qu'on se chamaille sur le sujet, parce que c'est déjà très avancé quand même. Il y a 75% des Français qui veulent que ça s'arrête complètement, et pour les 18-24 ans, c'est 89% des jeunes qui ne veulent pas entendre parler de ça. Et il y a dans l'hémicycle, nous avons quand même Émeric Caron qui est très engagé, très engagé contre la corrida, et je pense qu'il va y arriver.
et les gens qui sont autour de lui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'accord. Même moi, quand il demande ça, ça ne me gêne pas trop. Donc, je pense que voilà, il va faire le boulot, ce sera sur la bonne voie dans Oui, quelques mais le temps. combat, ça fait un moment qu'il dure, tu sais, pour tout te Oui, ça dire. fait un moment et on en parle quand même Euh, vraiment que maintenant. Alors, et puis, il n'y a rien de jamais acquis non plus. Hein, absolument. donc, voilà. Moi, je me suis Mais engagé très jeune, enfin très jeune, oui, adolescent, puis jeune adulte dans la lutte contre la corrida, puisque je faisais partie de la FLAC, la Fédération des luttes anti-corrida, elle-même associée au CRAC, hein, comité contre la corrida. On faisait des manifestations à Fréjus, voilà, on se réunissait pour lutter contre cette abomination, quoi, il faut le dire. oui, oui. C'est un spectacle peu glorieux et je ne pense pas qu'aucune société puisse avoir envie de continuer à prôner ces choses-là. Je pense qu'il faudra arriver effectivement à ce que… Ou alors faire des corridas sans mise à mort, sans banderie, sans tout ça, hein, sans blesser le taureau avant. Et le problème, c'est que ça va se terminer faute de combattants parce que je pense que personne ne va venir attaquer un taureau qui sera pas amoindri et qui sera pas Parce que par la souffrance. Oui, je pense ça va pas. Je pense que ça les intéressera pas. il y Oui, a une on pourrait faire un petit jeu de l'homme contre le taureau, mais si tu ne blesses pas le taureau et si tu ne l'affaiblis pas, je pense que voilà, bah, t'es vite fait embrocher. Donc tout à fait. Parce qu'il badigeonne sur les parties génitales notamment, et puis sur d'autres endroits, des produits corrosifs. C'est pour ça que oui, le oui, taureau, il oui, saute. oui, Hein. Et, oui, enfin, c'est une abomination, c'est sans nom. c'est vraiment, et puis bon, je pense qu'en France, là, la mentalité maintenant, elle est très claire. Hein, les gens, en fait, ils n'en veulent plus. Hein, donc, et je pense qu'ils ont raison. Voilà, je me suis permis Bon, d'intervenir, Claude. Hein, je te prie de c'est bien. m'excuser. Mais c'est bien au contraire d'avoir des témoignages, c'est intéressant. Hein. Mais bon, on peut faire venir quelqu'un qui va nous parler des bienfaits de la corrida. Mais franchement, moi, c'est pas ma tasse de thé, hein, la corrida. Donc, Je comprends bien. je suis très contente que tu nous aies donné ton témoignage. Voilà, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Hein. Voilà. Eh bien, Claude, tu vas nous parler maintenant des avancées récentes concernant la protection animale. Oui, pour une fois, je vais faire quelques compliments sur le travail des Des députés associations. et d'un député En Marche, hein, oui, donc Renaissance. Enfin, bref, donc là, celui-là, il a bien travaillé, effectivement. Ça, ils ont fait une belle avancée sur beaucoup de sujets. C'est la loi du 30 novembre 2021. D'accord. Donc, qui a été modifié le 1er décembre 2021 et qui donc a été publié au journal officiel ce jour du 1er décembre 2021. Le premier sujet, c'est de lutter contre les abandons d'animaux domestiques. Mhm. Donc, pour limiter les achats impulsifs et prévenir les abandons, on impose maintenant aux futurs primo-propriétaires ou acheteurs d'un chat ou d'un chien ou d'autres animaux de compagnie de signer un certificat d'engagement et de connaissance. Alors, je suppose qu'on doit leur donner ça. Je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais on doit leur expliquer voilà, que ce ne sont pas des peluches, hein, donc ce sont des Des êtres êtres vivants, vivants. Et donc, là, sensibles. que c'est une responsabilité. Et ils ont 7 jours, impôt de réflexion imposé entre la délivrance de ce certificat et l'achat. Voilà. Aussi, bien, ils ne pourront plus aller acheter les chiens et chats en animalerie à partir de 2024. Donc là, il y a d'ores et déjà l'interdiction de les mettre en exposition en vitrine parce que c'était extrêmement stressant pour les animaux Bien sûr. et qui étaient souvent en mauvaise santé. Ça m'est arrivé d'aller voir. Hein. Il y en avait, c'est vrai, qui n'étaient pas dans des conditions formidables. Et en plus, ben, voilà, c'est un achat comme en supermarché. Hein. Donc là, maintenant, ça va être terminé. Alors, ils pourront présenter des chiens et des chats abandonnés qui sont dans les SPA
Donc, il y aura un accord entre la SPA locale et les animaleries pour présenter de temps à autre, à des journées ouvertes, je suppose, des adoptions d'animaux pour faire venir les gens dans l'animalerie pour une autre raison que le reste de, enfin, ce qu'ils vendent en dehors. Je ne sais pas s'il y aura un arrangement financier, hein, ça n'est pas dit dans l'affaire, mais c'est une sorte de compensation. Oui. Il y a également l'interdiction des offres de cession sur Internet des animaux de compagnie. Alors, ça pourra se faire, mais sur des conditions assez compliquées, avec une rubrique vraiment dédiée, labellisée. Donc, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Il aurait fallu carrément interdire complètement, mais bon, enfin, il y a une petite avancée là. Et la vente en ligne, par contre, est permise pour les éleveurs et les animaleries, alors, étonnamment. Voilà. Pas pour le moment, puisque l'animalerie peut encore vendre des animaux pour le moment. Hein. Ça sera appliqué en 2024, 2024. je l'espère. Donc, interdiction également de la vente ou du don d'un animal de compagnie à un mineur ou une mineure, sans l'accord des parents. Alors, identification obligatoire maintenant pour tous les chats et tous les chiens, parce qu'actuellement, seuls les chiens nés après le 6 janvier 1999 et les chats nés après le 1er janvier 2012 sont concernés. Mais là, c'est peu importe ce qu'on vend ou ce qu'on donne, un animal de compagnie doit être identifié. Et ça, le nouveau texte aussi comporte une avancée dans la législation sur les nouveaux animaux de compagnie, alors les NAC. Hein, j'allais y venir. Quelques mesures aussi sur les équidés et avec, pareil, des certificats d'engagement et de connaissance pour les détenteurs, parce que ça, alors là, ça j'en ai vu, hein, des enquêtes sur les ânes, et avec les ânes avec des babouches, avec les sabots qui remontaient tellement que ça leur blessait les pattes avant. L'interdiction des manèges japonais, alors je ne connaissais pas ça, les manèges japonais, mais il semble que dans certains endroits, il y a des manèges et ce sont des poneys qui font inlassablement tourner le manège. J'en ai jamais vu, hein, personnellement. Hein. Mais effectivement, j'ai fait une recherche sur Internet, parce que je sais pas ce que c'était le manège japonais. Et il y a des régions de France où il y avait ce spectacle aussi, quoi, avec les poneys dans le sud. Complètement étourdis en fin de journée. Je sais pas, c'est terrible d'avoir des idées comme ça. Non, je disais, Claude, je disais les manèges japonais dans le sud. Oui, dans le sud, probablement. Oui. Donc, il y a des dispositions pour les fourrières aussi qui sont revues. Les communes pourront confier cette mission à des associations disposant d'un refuge. Ça, c'est une bonne idée. Parce que, bon, moi, je vois ici à Dole, par exemple, quand on est un animal qui traîne en ville, il est embarqué, envoyé à Rennes. Quelquefois, bon, il n'y a pas du tout de chenil pour Dole. Donc, quelquefois, le laisser quelques heures dans la chenille, ce n'est pas très grave, en attendant que quelqu'un revienne le chercher. Moi, j'avais proposé mes services un temps pour les tout petits chiens. Et le maire, d'ailleurs, m'avait dit une fois, enfin, plus maintenant, mais à l'époque, que si un jour, il avait même pensé, un dimanche, m'amener un petit chien, il lui avait amené un tout petit machin, tout petit, il avait pensé à venir me l'apporter, mais il n'avait pas osé. Alors, je lui ai dit, bah si, il fallait oser, parce qu'on peut quand même se rendre service. Et donc, cette histoire de fourrière, ça, c'est vrai que c'est important. Notamment, c'est à Saint-Malo, je prends l'exemple de Saint-Malo, il y avait une fourrière municipale, donc elle a été supprimée pour des raisons financières, bien sûr. Et c'est pareil, c'est Rennes. Et ce qui fait que forcément, il y avait un contrat entre la fourrière et la SPA de Saint-Malo, et systématiquement, les animaux de la fourrière arrivaient en priorité, c'était même prioritaire par rapport aux autres animaux, ils arrivaient au refuge. Et ce qui faisait que maintenant, ils sont obligés de pleurer pour pas des animaux à Rennes, et que je pense qu'ils ont plutôt tendance à leur envoyer les gros, les grands, ceux qui sont très difficilement plaçables, et ils ont moins, d'après ce qu'on m'a dit, moins de petits chiens, quoi. Donc, ça les fourrières, c'est important. Alors, il y aura un renforcement des sanctions contre la maltraitance des animaux domestiques. Ça, c'est très important, parce que c'est vrai qu'on n'était pas tellement aidé sur les sanctions. Hein. C'était pas exceptionnel. Et maintenant,
C'est nommé acte de cruauté envers un animal domestique. Donc, c'était appelé avant sévice grave, maintenant c'est acte de cruauté. Donc, ça durcit, le texte durcit les sanctions qui pourront être aggravées, notamment lorsque les faits sont commis en présence d'un enfant. Ça, c'est bien. Des peines, par contre, voilà, ce qui me fait rigoler, c'est que tu vois, tu viens de soulever un point qui me ramène à la corrida, tu vois. Là, on sanctionne quand il y a un acte de cruauté envers un animal en présence d'un enfant, mais par contre, on ouvre allègrement les arènes de Nîmes, de Fréjus, et j'en cite, et il y en a des tas d'autres, hein, pour voir des corridas où on massacre des taureaux qui sont élevés à cet effet. Hein. Oui, tu as raison. Excusez-moi, je me suis mis en colère, mais il fallait. Oui, mais j'entends l'enfant qui reste en toi, là. Oui, le traumatisme, mais bien sûr. Oui, mais c'est vrai, mais absolument Alors, c'est peut-être le moment où je voudrais dire que, bon, moi je pense qu'ils le disent un peu plus loin d'ailleurs dans leur texte, qu'il faut sensibiliser les enfants à l'école. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Ça a été fait justement par la SPA de Saint-Malo. Il y a eu 2 ans où ils avaient créé une petite équipe avec une personne qui avait l'habitude de la pédagogie et qui il y avait un petit suivi, il y avait d'autres écoles qui avaient accepté, les écoles primaires bien sûr, et ils étaient venus visiter, on les avait accueillis pour une visite du refuge, et ils avaient eu quelques cours, on leur avait amené des animaux, on les choisissait les plus sympathiques, qui étaient aptes à pas ni mort, ni rien de tout ça, et c'est vrai que je pense que c'est important, et c'est par les enfants, hein, c'est par les enfants, si on arrive à les convaincre de la souffrance des animaux, ça fera des adultes beaucoup plus responsables. Enfin, on peut l'espérer. C'est vrai que ça n'a jamais vraiment été fait. Hein. Plus humain. Oui, plus humain. Ça n'a jamais vraiment été fait. Tout dépend ce qu'on inculque à l'enfant. C'est toujours pareil. Tout dépend ce qu'on inculque à l'enfant. Si on lui inculque la chasse dès le plus jeune âge, il y a 90% de chances, voire 99%, oui, bien sûr, qui va adhérer à ce type de comportement. Pareil pour un jeune torero, et ainsi de suite. Donc, tout dépend ce qu'on inculque. Il faut s'y prendre très tôt, effectivement. Alors, il parle également de faire des stages, un petit peu comme pour la boisson, hein, quand on prend les gens en alcoolémie ou alors les gens qui vont trop vite, ou on leur fait des stages de moralisation de la conduite. Ce sera un petit peu comme ça. Bon, c'est pas une mauvaise idée. De toute façon, tout ce qui peut apporter une amélioration est bon à prendre. Hein. Donc ça, c'est pour les animaux de compagnie. Alors, depuis, effectivement, Darmanin, récemment, a annoncé la création de, je crois que c'est 4000 emplois de policiers, gendarmes, pour s'occuper précisément et être formés à la protection animale. Ce serait bien. Ce serait bien, parce que moi, je me souviens quand même, en 2000, c'était en 2011, j'étais allée avec notre présidente sur une très grosse affaire à Dinard, justement. Il y avait vraiment, c'était une maltraitance, quelque chose de vraiment très, très important. Et donc, on va tranquillement au commissariat pour déposer notre plainte. On était obligé d'en passer par là pour faire avancer l'affaire. Et là, une fliquette, une jeune fliquette, nous reçoit et nous dit carrément, vraiment avec la sur d'elle, « Ah mais non, mais madame, c'est pour vos chiens, cette dame-là, elle fait ce qu'elle veut de ses chiens. Hein. » J'ai dit, écoutez, attendez, vous avez vu les photos, là, vous voyez l'état des chiens. « Ah oui, mais non, mais ça ne vous regarde pas. » Je dis, « Non, mais vous n'avez pas le droit de porter plainte. » Alors là, je dois dire que ça fait partie des trucs, à Dinard, t'imagines, en 2011. Et alors là, j'ai dit, allez, moi, cherchez tout de suite l'officier de police judiciaire, parce que je crois que ce n'est pas faire votre boulot. Alors, elle n'était pas contente, hein, calmez-vous. Enfin bon, elle était fâchée, moi aussi d'ailleurs. Et alors, l'officier de police judiciaire est arrivé ventre à terre et il nous a dit, oui, bien sûr, je vais prendre votre plainte. Et il l'a emmenée derrière et elle est revenue s'excuser. Simplement, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Alors, je pense que, je sais pas, elle était dans un milieu où elle n'avait jamais été sensibilisée à ça. Elle était jeune, hein, peut-être moins de 25 ans. Et elle ne savait carrément pas. Hein.
Et forcément, elle nous trouvait odieuses, hein, elle pensait qu'on était… Alors nous, on insistait, évidemment, sûr de nous aussi. Enfin, ça, c'est pour la petite histoire, mais c'est vraiment… L'ignorance, hein, oui, l'ignorance. c'est pour ça, il y a vraiment de l'ignorance et ça peut paraître bizarre quelquefois de dire, de nommer ces petites améliorations et de dire, il faudrait le dire aux enfants, ça paraît enfantin, mais c'est très, très utile, la preuve. La pédagogie. Oui, la pédagogie. Ceci dit, pour Dinard, on n'a pas réussi. Hein. Les chiens sont morts les uns après les autres parce que la dame a eu une certaine protection. Hein. Et personne, absolument personne, n'a voulu. Pourtant, ça tombait pile poil aussi pendant une élection. Hein. Mais ni les uns ni les autres n'ont voulu s'en occuper. Alors, voilà. C'était une affaire bien triste et que vraiment, c'était peut-être, je dirais, le seul échec vrai que ma collègue et moi ayons eu pendant mes 12 années là, de bénévolat dans les SPA. Donc, mauvais suivi. Et parce que pourtant on s'y acharne. Hein. Donc maintenant on va parler de la suite, ce sont les animaux sauvages dans les cirques. C'est aussi un sujet délicat, hein, justement toujours avec un personnage de Dinard qui est particulièrement engagé dans les cirques. Ça a fait du cirque, hein. Ça a fait du cirque, évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et c'était très difficile aussi d'expliquer que les animaux sauvages n'avaient simplement rien à faire là. Oh, rien à faire. D'autant que, bon, un animal domestique, un chien, pas un chat ne voudra pas travailler pour te faire plaisir. Mais un chien, oui, on arrive à le convaincre de faire des choses et il y prend du plaisir quelquefois. Mais un animal sauvage, et les chats non plus, hein, ils n'ont pas du tout envie, donc c'est par la contrainte. Ils font des numéros de cirque, par contre, par la contrainte. Donc je pense, puis ils sont enfermés, et les trois quarts du temps, il y a beaucoup de petits cirques hein, qui n'ont pas d'argent en fait, hein, et on les voit, ils sont quand même en piteux état la plupart du temps. Et puis leur vie, c'est d'être enfermés, hein, donc c'est pas une solution. Donc on va vers l'interdiction dans les cirques itinérants. Hein, D'accord. oui, itinérants. Itinérants, mais pas les grands cirques. Non, les grands cirques devront suivre la législation des parcs zoologiques. Enfin, ils auront des contraintes, mais ils auront encore le droit d'en avoir. Je pense que c'est pareil, les gens vont de moins en moins dans ce genre de… Je pense que ça ira quand même vers une… C'est pas tolérable de laisser des animaux en cage, bon sang de bonsoir, non, des lions, des tigres, des panthères, mais non, mais c'est complètement… Mais même un éléphant tenu en chaîne, c'est complètement aberrant. Donc ça, ce sera, comme je l'ai expliqué au début, assez long. Donc ça se terminera en 2028. Au départ, ça devait être un petit peu plus tôt, mais bon, ils ont dû avoir une petite rallonge, le temps de s'organiser. Je trouve ça dommage parce que je trouve que le cirque, il y a des spectacles merveilleux hein, avec les acrobates, avec bon, les clowns. Moi, j'ai jamais aimé ça, les clowns, mais ça, c'est un truc personnel. Mais bon, je trouve que c'est assez formidable, hein, c'est magique. Hein, et ils n'ont pas besoin d'avoir des animaux sauvages. Je crois que c'est quelque chose dont ils peuvent très, très bien se passer. Hein. Maintenant, les gens ont moins envie de venir voir ça aussi. Hein. Je pense qu'ils ont moins envie. Donc, c'est quelque chose qui disparaîtra et qui leur enlèvera rien en définitive. Hein. Ça enlève rien au métier. Hein. Et il y a aussi, j'ai vu un spectacle qui s'était fait sur une salle à Dole, il a dû être fait ailleurs. Hein. Et c'était des gens du cirque qui faisaient un spectacle avec comme des marionnettes en fait. Hein. Il n'y avait pas du tout d'animaux, mais c'était des animaux en carton et ils les faisaient bouger comme ça sur scène. Ça, je trouvais que c'était vraiment super bien. Il y a des tas de choses qu'ils peuvent faire pour remplacer la présence des animaux sauvages. Bien sûr. Ouais, mais l'animal sauvage, c'est attractif dans la mesure où c'est pas un animal commun, comme tu dis, c'est pas un chien, c'est pas un chat. Je veux dire, tu rencontres pas un tigre tous les jours dans la rue, sauf dans ton moteur peut-être, mais… Oui, c'est… Bon, donc, il joue là-dessus et bon… Oui, il jouait là-dessus, mais bon, et puis c'est aux députés de faire leur travail maintenant, de s'humaniser un petit peu, hein, je pense. Oui. Mais en plus, c'est un milieu assez fermé, donc le milieu du cirque, ça, c'est pas… Il n'y a pas que les cirques, il y a aussi les delphinariums. Alors là, on revient aussi au sud, parce que c'est plutôt dans le sud, ces trucs-là. C'est une horreur.
Marine et Oui, Land, oui, voilà. pour Oui, ne oui, pas les oui. citer. Et, et donc, ça également, ça va être interdit, c'est d'ici 2026. Ah oui, Donc, ah oui, oui, quand même. Et là, eux, ils vont devoir trouver d'autres activités parce que ça va vers l'extinction, hein. Enfin, ils auront des c'est une bassins, sacrée- ça sera des piscines. c'est pour ça, c'est une belle avancée, hein. Jusqu'à maintenant, personne n'avait quand même osé s'attaquer à ça. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de blocage et que ça continuera, parce que c'est vrai que ça va quand même vers une amélioration énorme pour les animaux, hein. Alors, les animaux sauvages, les cirques vont devoir, je dirais, s'en débarrasser, entre guillemets, et on les enverra vers des refuges ou des sanctuaires pour animaux sauvages captifs, où là, ils vivent quand même en semi-liberté, c'est presque en liberté, hein. Oui, C'est ce sont des liberté un parcs, ce peu sont de plus parcs. surveillée, mais ils ont de l'espace, ce sont Bon. des très très grands, quand c'est sanctuaire, c'est vraiment très grand, ils sont vraiment très bien. Et ben justement, j'ai eu l'occasion, hein, ça m'est arrivé qu'une fois, d'aller enquêter pour des ours. Parce que sur le long de la Rance, pas très loin de Saint-Père, tu vois, dans ces endroits-là, entre Saint-Jouan, et il y avait un homme qui était montreur d'ours et il montrait son ours dans les années, on va dire 90. Moi, j'ai très bien connu. Il chantait admirablement bien, hein. Il est d'origine roumaine. Il chantait très très bien dans les rues et il avait son ours. Donc, il en avait d'ailleurs plusieurs, ce que j'ai su plus tard. Et donc, en fait, les gens ont appelé, non pas tellement pour les ours, ils ont appelé parce qu'ils ont eu peur, parce que d'un coup, ça s'est su que dans un jardin avec simplement, il y avait des espèces de sapins autour, hein, et qui étaient très hauts et qui cachaient ce qu'il y avait derrière. Il y avait quand même deux ours et puis des gros Des modèles. grizzlies. Des bons modèles. Alors, je suis allée avec ma collègue là, enquêter et on y allait un peu doucement. Et effectivement, ben, ils étaient là, bien installés, hein, et ils s'en occupaient très bien. Et on avait travaillé, nous, en amont. On avait appelé un journaliste qui s'occupait principalement des ours. Et il nous avait dit, je vais venir, j'irai discuter avec lui parce que peut-être qu'avec vous, deux femmes, vous n'obtiendrez rien du tout. Alors, je dis, on verra. Ou effectivement, il n'avait pas l'intention d'obtempérer à quoi que ce soit, hein. Mais donc, ce journaliste avait trouvé un sanctuaire en Italie où il se chargeait de tout. C'était entièrement gratuit, hein, et les ours retrouvaient leur liberté, ils pouvaient aller les voir. Enfin, c'était vraiment des très, très bonnes conditions. Il n'a jamais voulu, hein. Alors, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, je ne sais pas maintenant s'ils sont morts, ils avaient une trentaine d'années, hein, quand même, quand on les avait vus. Et on trouve, hein, cette histoire, on la trouve sur Internet, hein. Et D'accord. j'avais protesté justement parce qu'une fois, Michel Drucker l'avait invité. Michel Drucker aime bien les animaux, très sincèrement, hein. Et donc, il l'avait invité à chanter, puis il avait bêtement parlé de ses ours. Et j'avais fait un appel à Antenne 2 et il m'avait répondu, hein. Il m'avait répondu qu'ils étaient effectivement désolés parce qu'ils ne savaient pas qu'il avait encore ses ours en captivité et qu'effectivement, ça les embêtait, mais que l'émission était montée. Donc, voilà, c'était trop tard. Mais qu'il présentait des excuses quand même, hein. Bon, mais oui, oui, il n'a jamais voulu, ce gars. Il nous a dit, non, non, mais je suis leur mâle dominant. C'était deux ours femelles, il D'accord. était leur mâle dominant. Et alors, bon, il était sans doute attaché, mais quand même, hein. Donc, les ours, c'est interdit. Les montreurs d'ours, alors, il en restait 5 en France. Donc, ce n'est pas énorme, hein. Alors, ceux-là, c'est fini. Il faudra que, vraisemblablement, ils fassent autre chose, hein. Parce que l'ours, c'est l'animal qui est le plus stressé en spectacle, hein. C'est quelque chose qu'un ours ne peut pas supporter. C'est le bruit, les regards. Alors là, et puis, bon, ils ont quand même cet anneau dans le nez. Enfin, bon, c'est pas agréable non plus, hein. Non. Donc, pareil, si possible, les faire envoyer tous ces animaux-là dans des sanctuaires, mais c'est prévu, il y a la place, hein.
ça n'est pas un problème pour les animaux. C'est un problème pour les gens qui devront effectivement avoir une autre. Et je lui avais dit à ce garçon qui chantait merveilleusement bien, et il avait un orchestre et c'était des choses, il faisait des choses de qualité. Je dis, vous faites des choses formidables. Eh bien, il caressait quand même l'idée, vraiment le rêve, je dirais, de revenir un jour. Il nous l'a dit, mais dans les rues avec son ours. C'était ça qu'il aimait faire. Alors, je l'avais découragé, je lui avais dit, vous ne reviendrez plus jamais, donc essayez de vous tirer ça d'esprit et puis donner une fin de vie heureuse à vos animaux. Mais non, c'était pas sa vision. Alors, il y a aussi la fin des élevages de visons d'Amérique et autres espèces sauvages pour leur fourrure. Ça, ce sera la fin de... Pareil, sur une durée de temps à peu près identique jusqu'en 2028. D'accord. Alors, ces animaux, est-ce qu'il y aura également, comme le renard, par exemple? Ah oui, oui, tous les animaux à fourrure. Parce qu'il y avait énormément d'élevage de visons, donc ça va être terminé. Mais tous les animaux, toute l'exploitation des espèces sauvages pour leur fourrure, ça va être terminé. Voilà. Donc, en France. Voilà. Très bien. Donc, je donne également les liens pour les gens qui veulent avoir tous les renseignements. Donc voilà, vraiment ces avancées-là sont intéressantes. Il n'y a plus que maintenant à être vigilant sur l'application. Quelquefois, c'est comme pour les abattoirs, voilà, il y a la législation. Si la législation était bien appliquée, il y aurait pas de problème, même si c'est assez terrible de travailler dans ces endroits-là. Mais bon, voilà, on en a besoin. Très bien, Claude. Voilà, donc pour les avancées qui sont dues, toutes ces avancées, en grande partie au travail des associations de protection animale. Alors, je vais en citer rapidement les plus importants, celles qui sont les plus connues en France, et quelques-unes aussi moins connues que j'apprécie particulièrement. Alors, la Fondation Brigitte Bardot, voilà, tout le monde la connaît. Donc, c'est l'assistance aux animaux, les enquêtes, les procès, les actions en justice, enfin, ça comprend absolument tout. Et il y a aussi les SPA. Alors, ce qu'on dit la SPA, c'est la SPA de Paris, en fait, parce qu'il y a deux sortes de SPA, en fait. La SPA de Paris, qui a des refuges qui ne sont pas autonomes, c'est-à-dire que ce sont vraiment des refuges de la SPA de Paris. Et elle le dit communément, effectivement, SPA de Paris. Elle fonctionne avec des dons et des legs, bien sûr. Alors là, c'est d'utilité publique, donc effectivement, eux, ils n'ont pas d'impôts à redonner sur les legs qu'on leur fait. Et elle a 176 ans d'existence, 75 refuges, maisons SPA et dispensaires. Et il y a la Confédération nationale de la défense de l'animal. Et là, par exemple, la SPA de Saint-Malo fait partie de cette confédération-là qui se trouve à Lyon. Et elle a 270 associations. En fait, c'est elle qui a le plus de refuges et qui sont indépendants, chacun fonctionnant dans le même état d'esprit quand même, parce qu'il y a des réunions en commun. Enfin, j'y ai participé à certaines réunions, dont une très importante à Dinard, qui avait réuni en fait beaucoup des gens de toute la France. C'était en 2012. Donc, ces deux SPA. Il y a également 30 millions d'amis, bien sûr, tout le monde connaît. La Confédération nationale de la défense de l'animal et l'association Stéphane Lamar. Évidemment, j'allais la nommer, tu sais pourquoi? Parce que j'ai rencontré Stéphane à Paris, à la fameuse époque où j'étais en cheville avec la FLAC, la Fédération des luttes anti-corrida, et j'ai eu l'opportunité de le rencontrer. C'est un garçon charmant, très engagé. Oui, il fait du bon travail. Il fait du très, très bon travail. Et Stéphane, ça fait 22 ans, 5 refuges,
Et il fait énormément d'enquêtes aussi. Oui, j'avais envisagé un temps éventuellement de prendre contact aussi quand je voulais un peu refaire. Et alors autrement, il y a aussi la Société nationale pour la défense des animaux, ils sont plus sur les actions juridiques, SNDA. Et il y a des associations que j'aime bien, qui fonctionnent différemment, comme Bêtes de Seine, qui fonctionnent avec des familles d'accueil. Quand les chiens sont donc perdus, abandonnés, ils sont placés dans des familles d'accueil qui les gardent quelquefois un certain temps, le temps de les sociabiliser, s'ils sont des animaux dont on ne s'est pas trop occupé. Et ils les connaissent très bien, les adoptants viennent les voir directement. Et en fait, je trouve que c'est un bon système parce qu'ils sont déjà dans des familles, les familles peuvent en parler, dire les défauts et les avantages, hein, parce que bon, un animal, c'est vivant, donc ça a des défauts et des qualités. Donc, pour trouver la bonne famille, je pense que c'est une excellente solution. Et il y a aussi, je voudrais citer une association Sauve ton Bourbon. Alors, c'est une association qui est sur l'île de la Réunion. Et là-bas, il y a énormément de chiens qui sont abandonnés. Donc, ils les recueillent, même système, ils les placent en famille d'accueil et ils les font adopter. Alors, pas seulement sur l'île de la Réunion, ils les font adopter aussi en métropole. Ils trouvent des gens qui font le voyage et qui se chargent de faire voyager l'animal en même temps qu'eux. Et la famille adoptante les attend à l'aéroport. Et entre-temps, ils ont des contacts avec des gens, comme par exemple, je pourrais le faire. Je ne dis pas que je ne vais pas le faire, ça, non, parce que c'est assez agréable. C'est quand une famille veut adopter un chien qui vient de loin, comme ça, c'est d'aller voir, aller visiter les gens, d'aller voir comment c'est parce que quelquefois, il faut un jardin, bien clôturé, etc., les conditions de vie que l'animal va avoir, puis un petit contact avec les gens pour voir si ce sont des adoptants sérieux. Et donc, voilà. Et après, ils vont à l'aéroport chercher l'animal. Et ça fonctionne très, très bien. Et à La Réunion, il y a également Vivre Libre. Alors, je sais qu'il y a aussi sur la Martinique et la Guadeloupe le même style d'association. Je parle de ces deux-là parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de les suivre sur Facebook et je trouvais que vraiment leur travail était bon et les autres, certainement, font exactement la même chose. Voilà. Il y a également des SPA, il y a également SPA à Martinique, Guadeloupe, et la SPA, j'avais d'ailleurs rencontré la présidente qui était de la Réunion. Voilà, et petite précision qui est pas très... Alors, petite précision quand même concernant ces animaux qui viennent de ces pays étrangers, de ces îles, les chiens servent à appâter les requins. Il faut le savoir. Oui, il y a c'est abominable. Un problème. Hein. Oui, à La Réunion, il y a ça. Voilà. Alors, bon, ils n'aiment pas beaucoup qu'on en parle. Hein, mais bon, c'est une réalité. Hein. Oui. Je pense qu'il y a aussi maintenant une certaine législation que ça ira vers effectivement l'interdiction de faire ces trucs-là. Oui, parce que pendant longtemps, ils s'occupent pas très très bien des animaux. Hein, ils les font pas stériliser, ils font pas. Donc et après ils sont dans la nature. Hein, donc c'est ces chiens-là hein, que les gens récupèrent. Alors ceux qui sont pas récupérés peuvent être récupérés par des gens qui en font effectivement une mauvaise utilisation. Hein. Tout à fait. Hein. Très bien. Eh bien, dernier volet de cette vidéo, Claude, la gestion des chats errants. Oui, merci Eric. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, étant donné que je viens de récolter justement un petit minou hein, qu'on a réussi à sauver et qui était abandonné par sa mère 2 mois dans les arrières des magasins d'Ols de Bretagne. Voilà. Donc, ce que j'ai à dire sur les chats, c'est que première prévention, faites stériliser vos félins et d'une manière générale d'ailleurs, tous vos animaux domestiques. C'est franchement conseillé pour avoir une vie agréable pour eux et pour nous. Alors,
L'arrêté du 3 avril 2014 fixe les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant de l'article du Code rural et de la pêche maritime qui stipule que les chats non identifiés sans propriétaire ou sans détenteur vivant en groupe dans des lieux publics sur un territoire d'une commune ne peuvent être capturés qu'à la demande du maire de cette commune. Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière que dans la mesure où le programme d'identification et de stérilisation prévu à l'article L du Code rural et de la pêche maritime ne peut être mis en œuvre. Alors, globalement, là, il y a un problème, notamment sur Dole de Bretagne, et je suis en train, avec une amie, de me coller à essayer de gérer ce problème. Il y a énormément de chats errants. Alors, il y a des chats qui sont errants depuis un moment, qui se reproduisent dans un parc le long des remparts, les anciens remparts de Dole. Et il y a aussi des gens qui prennent des chats et qui, justement, ne les stérilisent pas. Donc, ils se retrouvent... c'est certainement le cas de la mère de notre Minou, hein, parce que je pense que ce n'est pas une chatte sauvage. Et le père, on le connaît en plus, parce qu'on les voit, ils sont en couple, d'ailleurs, ils vont recommencer. Et on a fait une petite enquête et il appartient à une personne qui nous a bien dit que son chat n'était effectivement pas stérilisé. Alors, j'envisage une demande de pension alimentaire pour le chat qui mange bien. Hein. Enfin. Donc, en fait, à partir du moment où on se met en association, le maire est obligé de nous écouter. S'il y a une association qui se crée localement et on lui demande de faire la gestion des chats errants, il est obligé de le faire et il sera aidé par 30 millions d'amis, la Fondation Bardot, qui participe aux stérilisations. D'accord, mais c'est une obligation. C'est une obligation. Oui, c'est une quasi-obligation. À partir du moment où il y a des associations, d'ailleurs, il y a eu aussi une avancée qui a été obtenue récemment par 30 millions d'amis et qui l'a annoncé, s'il y a une association, le maire est vraiment tenu de se préoccuper de cette gestion des chats errants. Alors, c'est très bien fait, par exemple, à Dinard, puisque tu habites Dinard, eh bien, c'est parfait, ils le font depuis des années et des années. Hein. Et ça coûte un peu cher au début et après, il n'y a plus que quelques chats à stériliser au fur et à mesure des années. Il faut que le maire se fasse aider et accepte d'être aidé par des bénévoles donc qui se mettent en association et qui servent de sentinelle et qui signalent, voilà, il vient d'arriver une nouvelle minette ou il va y avoir des petits. Donc, les gens surveillent. Et après, leur donne à manger. Hein. Ce que doit faire le maire, c'est de faire des campagnes de trapage, 2 à 3 fois par an, il met des cages dans divers endroits de Dole, en les annonçant publiquement de façon à ce qu'on ne capture pas quand même le chat des gens qui habitent dans le coin et qu'on capture bien des chats sauvages. Mais justement, quand il y a des bénévoles qui les voient tous les jours, ils les connaissent. Hein, donc, ils peuvent dire, ah ben non, celui-là, il n'est pas sauvage. Et donc, on les stérilise. Ils leur mettent une petite, en général, une lettre dans l'oreille. Mais à ce moment-là, de chats errants, ils deviennent des chats libres. Ça s'appelle comme ça. Hein, ils sont quand même surveillés et protégés par la municipalité et le groupe de personnes qui s'en occupent et qui, après, continuera à les nourrir. Mais ils ne vont plus se reproduire parce que c'est phénoménal. Hein, les chats, alors, un couple de chats peut donner théoriquement en 5 ans 15 552 descendants. C'est énorme, hein. C'est exponentiel. Hein. La reproduction des chats, c'est terrible. Donc après, ça pose des problèmes sanitaires. Et là, ça nous a un peu aidé parce qu'on a fait une pétition. Les gens ont vraiment signé. Alors, certains par amour des chats, quand même beaucoup de gens qui aiment les chats, et d'autres comme les commerçants, en se disant, mais là, on en voit partout, on va bientôt avoir un problème sanitaire. D'autant que dans les mêmes temps, on a installé dans divers endroits de Dole des pourrissoirs, c'est à la mode, c'est écologique, il paraît. On trie, ça on le fait, on trie dans nos ordures et tous les déchets de table, on les met dans des boîtes. Alors, il y en a un petit peu à côté de la poste, à 50 mètres de chez moi. Mais le problème, c'est que les pourrissoirs, ils attirent éventuellement les rats. Hein. D'accord, c'est ce que j'ai en bas de chez moi.
Ah oui, ah bah oui, voilà, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas, il faut des chats pour chasser. Il faut ah bah, on revient à la notion de l'équilibre. Il faut un équilibre entre les chats et les rats. Et ce qu'il faut dire aussi, quand même, quand les gens disent « Oh, mais un chat, il se gère, il se débrouille », non, non, non. Un chat ne se débrouille pas si bien que ça. Et les chats errants, ils ont 2 à 3 ans de vie, c'est tout. Après, ils ont des maladies, ils se battent, ils ont des infections, ils décèdent, ils sont écrasés. Non, les chats errants n'ont pas de très longtemps de vie. Alors, les chats libres, pas forcément non plus, mais un peu plus quand même, dans la mesure où on repère quand même s'il y en a qui sont malades. Alors, dans les chats actuellement, très nombreux hein, à Dole, et il y en a, on est tout à fait conscient qu'il faudra plutôt les endormir. Hein. Ceux qui sont malades, qui ont le sida, la leucose, et qui sont à même, en plus de propager ces maladies, à d'autres chats de famille qui tournent dans le coin. Bon, je pense qu'à un moment donné, il faut intervenir. Hein. C'est vraiment, je dirais, d'utilité publique. Hein. Donc, on a lancé ça à Dole de Bretagne et j'ai été sensibilisée justement par le fait que je me suis retrouvée avec un chat, ce n'était pas prévu. Et puis, on ne pouvait pas le laisser mourir. Hein. Il appelait au secours. On était plusieurs à essayer de l'attraper. Et c'est Philippe, mon mari, qui a gagné. Donc, voilà. Donc, il est mignon, il est adorable. Et c'est un joli cadeau de la vie. Mais quand même, voilà. C'est le problème des chats errants. Et c'est quoi un problème? C'est d'égoïsme au départ, de gens qui prennent des animaux et qui finalement ne s'en occupent pas. Et qui, entre-temps, ne les ont pas stérilisés. Donc voilà, je tenais à le dire en demandant et en disant très, très fort, si vous prenez un chat ou une chatte, faites-les stériliser. Ça coûte cher, c'est vrai, ça c'est un gros problème. Les frais vétérinaires maintenant deviennent un gros problème. Mais il faut absolument le faire, sinon n'en prenez pas. Parce que un chat, c'est un peu plus indépendant qu'un chien, mais c'est quand même un animal qu'on prend en charge pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Il y a beaucoup de meilleurs. Très bien. Voilà, je vais… Pour conclure, on pourrait quand même dire que les patriotes, en tout cas avec cette section de protection animale, vous êtes vraiment dans une démarche Ah oui, tout à fait. Florian Philippot tient beaucoup hein, à la protection animale. C'est un sujet qui est pour lui prioritaire. Donc, c'est pas une posture, c'est vraiment un engagement. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi on m'a demandé de faire… Avec des personnes comme toi, évidemment, ça peut fonctionner. Hein. Oui, parce que bon, c'est vrai que c'est un engagement de toute une vie, hein, la protection animale, à partir du moment où on a la fibre protection animale, on la garde tout au long de sa vie à divers degrés. Hein. Je considère que je ne cours plus assez vite pour faire les enquêtes, parce que des fois, on a vécu des choses un peu dangereuses. Mais justement, ce que je tenais à dire, c'est qu'il y a très peu de gens qui veulent bien le faire maintenant, parce que la Fondation Bardot m'a recontacté à peu près au moment où je suis entrée patriote, et ils souhaitaient que je reprenne, parce que depuis 2014, où j'ai arrêté, personne n'a voulu prendre la suite. Donc, il n'y a pas d'enquêteurs, surtout parce que je faisais toute la région malouine, hein, avec aux alentours 30 à 40 km autour de Saint-Malo, hein, dans tous les sens. Donc, oui, il y a très, très peu de gens maintenant qui veulent faire ça. Et si jamais il y a suite avec ce que dit Darmanin, la formation de policiers et de gendarmes, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, je demande à voir la suite, hein, mais bon, l'idée au moins est bonne et c'est une piste à suivre. C'est ces deux choses-là que j'aurais aimé demander. Les enfants, donc la formation des enfants, qu'on les habitue à parler des animaux, et je pense que ça donnera vraiment du résultat, et également la formation de quelques personnes dans le corps de police et gendarmerie, pour au moins qu'on puisse avoir de l'aide quand on fait les enquêtes. D'accord. Eh bien… Alors, il y aurait d'autres… En fait, tous ces sujets mériteraient
d'être approfondie, mais on n'a pas le temps. Donc, j'en ai dit l'essentiel, c'est déjà beaucoup. Et puis, par contre, on peut me joindre sur mon mail référent 35 lespatriotes.fr et on pourra éventuellement refaire le point s'il y avait de nouvelles avancées qui soient intéressantes ou s'il y avait un besoin quelconque qui se faisait sentir. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Éric. Merci à toi, Claude, et puis longue vie à cette initiative. Oui, tout à fait. Au revoir. Au revoir.